Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre la séquence entamée sur les environnements et sociétés fragiles, fragiles en rapport au changement climatique en cours. Dans une première grande partie, nous nous sommes intéressés à l'Arctique, un territoire qui est fortement impacté aujourd'hui par le changement climatique, par le réchauffement climatique, un territoire également qui fait l'objet de convoitises, notamment en rapport aux différentes ressources énergétiques qu'il contient, et un territoire enfin qui fait l'objet de tensions en rapport à ces différentes ressources. Aujourd'hui, dans ce grand 2, nous allons nous intéresser à un type de ressources disponibles sur la planète en particulier, ce sont les ressources énergétiques. Ce cours est assez long, donc n'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois pour rester bien concentré. Vous notez donc le titre de ce grand 2, des ressources énergétiques sous pression. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un point de définition sur ce que en géographie on appelle les ressources énergétiques. Donc on va le faire grâce à ce schéma, vous le réaliserez une fois que je vous aurai expliqué son fonctionnement. Donc la Terre dispose de ressources énergétiques. En géographie, ce qu'on appelle ressources énergétiques, c'est ce que vous pourriez appeler, vous, en physique-chimie, les énergies primaires. C'est-à-dire une forme d'énergie disponible dans la nature, une forme d'énergie brute qu'il va falloir transformer pour en extraire une énergie exploitable. Ces ressources énergétiques, elles se divisent en deux catégories. Les énergies non renouvelables, comme les énergies fossiles, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, et les énergies fissiles, comme l'uranium, qui sert notamment dans les centrales nucléaires. Deuxième catégorie, les énergies renouvelables. C'est notamment l'énergie solaire, avec le soleil, l'énergie éolienne, avec le vent, l'énergie de la biomasse, donc c'est tout ce qui est énergie issue de végétaux, que ce soit du bois ou les différentes cultures, notamment de colza, pour les biocarburants, que l'on appelle aussi agrocarburants. Dans les deux cas, que ce soit des énergies non renouvelables ou renouvelables, il faut transformer ces énergies brutes. Intéressons-nous d'abord aux énergies non renouvelables. Il faut transformer ces énergies en ce qu'on appelle l'énergie finale, soit énergie thermique, donc qui produit de la chaleur, soit énergie électrique, donc de l'électricité. Comment ça se passe? Par exemple, dans le cas du pétrole, il faut faire brûler ce pétrole, donc c'est ce qu'on appelle la combustion, pour en faire de l'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur. Dans le cas de l'uranium, il faut procéder à ce qu'on appelle la fission ou la fusion pour transformer l'uranium en énergie thermique ou électrique. D'accord? Et c'est ce qui se passe notamment dans les centrales nucléaires, ce qui nous permet d'avoir de l'électricité. Dans le cas des énergies renouvelables, la transformation de ces énergies, elle se fait grâce à un certain nombre d'outils que sont les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, etc. Là aussi en énergie finale. D'accord? Donc voilà ce que sont les ressources énergétiques. Vous pouvez mettre à présent sur pause pour avoir le temps de recopier, de reproduire ce schéma dans votre cahier. Enfin, pour terminer ce petit point introductif du grand 2, vous notez la définition de ressource. Une ressource en géographie, c'est un élément naturel, donc offert par la nature, mis en valeur pour les besoins des sociétés. Grand A, un approvisionnement en ressources énergétiques vulnérables. Point 1, donc petit 1, vous le notez, des besoins toujours plus croissants. Trois petits points que l'on achèvera avec le petit 2. Alors vous le notez tout de suite, en 2018, la consommation d'énergie dans le monde était de 15 milliards de tonnes équivalent pétrole. Donc c'est une unité de mesure, on réduit souvent sous cette formule TEP, et cette consommation a été multipliée par 3 depuis 1970. Donc, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, la planète consomme beaucoup d'énergie et consomme de plus en plus. Alors, un point sur ce que l'on appelle la tonne équivalent pétrole. Donc, les énergies, on l'a vu, hein, il y a différentes sortes d'énergie, que ce soit nucléaire, le pétrole, le charbon, les énergies renouvelables.
et toutes ces énergies utilisent des unités de mesure différentes les unes des autres. Alors pour mesurer la somme, la totalité d'énergie consommée ou produite dans le monde, des chercheurs ont inventé une unité de mesure commune que vous avez là, donc c'est la tonne équivalent pétrole. Donc par exemple, si vous consommez de l'électricité, on va convertir la consommation d'électricité en équivalent pétrole. Qu'est-ce que ça aurait consommé en termes de pétrole? Vous rajoutez que la consommation d'énergie d'un pays varie en fonction de son niveau de développement. 2 points. Première catégorie de pays, et là je fais appel à vos souvenirs de la première séquence de géographie de l'année sur les différents niveaux de développement, ce sont les pays développés, ce que l'on appelle les pays des Nord, donc principalement l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, le Japon. Ces pays-là sont les principaux consommateurs aujourd'hui d'énergie dans le monde. Par exemple, les États-Unis représentent 18% de la consommation mondiale. L'Europe de l'Ouest, 13%. On voit d'ailleurs sur cette carte, représentée avec les cercles rouges, les principaux pays consommateurs d'énergie. Donc on retrouve les États-Unis, on retrouve la Russie, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, donc beaucoup de ces pays développés. Si on prend à présent ce graphique, donc cette fois-ci plus sous forme de carte, mais sous forme de graphique, vous avez la représentation de différentes zones géographiques mondiales pour représenter leur consommation d'énergie primaire. On voit que les États-Unis et le Canada sont omniprésents. On retrouve également beaucoup l'Europe et la Russie également. Donc, vous le notez, premier cas. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de reproduire ce schéma-là, mais essayez de le mettre en forme, sous la forme que vous le souhaitez. Donc, premier cas, les pays développés sont les principaux consommateurs. Exemple, États-Unis, 18% de la consommation mondiale, Europe de l'Ouest, 13% de la consommation mondiale. Donc, à eux deux, ces deux régions du monde représentent déjà 40% de la consommation mondiale. Alors, après avoir fait ce constat, maintenant, il faudrait se demander pourquoi. Pourquoi finalement ces pays-là et pas d'autres? Vous notez, tous les secteurs économiques nécessitent de l'énergie depuis l'industrialisation au XIXe siècle. Je m'explique, dans l'agriculture par exemple, depuis le XIXe, on utilise de plus en plus de machines, notamment des tracteurs, qui nécessitent l'utilisation d'énergie. Alors qu'auparavant, dans les exploitations, dans les fermes, on utilisait soit la force animale, donc avec les chevaux, les bœufs, ou bien la force humaine. Deuxième secteur économique, l'industrie. L'industrie qui justement se développe à partir du XIXe siècle et qui repose sur un modèle, celui de l'usine. Or, l'usine consomme beaucoup d'énergie aussi. Vous avez également aujourd'hui un nouveau secteur qui se développe de plus en plus, et ça vous le notez, c'est ce qu'on appelle la révolution numérique, qui est en cours et qui demande toujours plus d'énergie. C'est tout ce qui est utilisation de PC ou de serveurs qui sont très demandeurs en énergie. Donc ça, c'est le premier facteur d'explication, le fait d'abord que l'économie de ces pays développés repose totalement sur la consommation d'énergie. Si demain, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de pétrole, le secteur agricole va s'effondrer, le secteur industriel va s'effondrer. Deuxième facteur d'explication, le niveau de vie. Dans ces pays-là, je ne vous apprends rien, on a un niveau de vie élevé. On a un taux d'équipement en voiture très élevé. En France, on est autour de 1 à 2 voitures par ménage, si ce n'est plus parfois. L'électroménager également, que l'on a dans nos maisons. Donc télé, les robots pour la cuisine, l'aspirateur, etc. Donc vous n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de noter l'ensemble de ces informations avant que je ne développe. Alors par exemple, à titre d'information, la consommation aux États-Unis d'électricité augmente fortement au moment de Noël en raison des lumières décoratives, alors que ce soit les lumières décoratives dans les jardins des maisons ou dans les grandes villes ou dans les magasins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation d'électricité au moment de Noël, donc seulement en un mois finalement, aux États-Unis, est équivalente à la consommation totale en une année en Éthiopie. Donc, ce qui montre bien ces écarts de consommation. Autre information,
tous les progrès techniques depuis la révolution industrielle, donc au XIXe siècle, nécessitent l'utilisation de sources d'énergie. Je vais vous l'expliquer à partir des 4 grandes révolutions, entre guillemets, industrielles, qui ont reposé à chaque fois sur des sources d'énergie nouvellement exploitées. Première révolution industrielle, vers 1800, vous avez dû voir ça au collège, c'est la révolution qui est liée au charbon, à l'exploitation du charbon, avec l'aménagement de mines, notamment dans le nord et l'est de la France, et ce charbon a permis de mettre en valeur une source d'énergie, la vapeur, avec les trains, mais également les machines à vapeur dans les usines. Seconde révolution industrielle, entre 1850 et 1900, qui est liée cette fois-ci au pétrole et à l'électricité, deux nouvelles sources d'énergie. Troisième révolution industrielle, à partir de 1950, avec le nucléaire, et donc la construction de centrales nucléaires grâce à l'exploitation d'uranium. Et enfin, quatrième et dernière révolution industrielle qui est en cours, depuis à peu près les années 90, c'est la révolution numérique, l'intelligence artificielle et l'exploitation de nouvelles énergies, les énergies renouvelables. Donc vous voyez que depuis, si on fait un peu de géohistoire, depuis le 19e siècle, à chaque fois que vous avez une nouvelle exploitation d'une nouvelle source d'énergie, vous avez aussi une révolution industrielle qui est liée. Donc ça, c'est pour les pays développés. Deuxième grande catégorie de pays qui viennent juste après, c'est ce qu'on appelle les pays émergents. Alors ces pays émergents, ils sont marqués par une augmentation très forte de leur consommation. Donc là, on le voit ici avec le figuré de surface qui est utilisé, c'est-à-dire que la couleur utilisée, malheureusement vous n'avez pas la légende, mais la couleur utilisée sur cette carte montre si la consommation d'énergie augmente ou baisse. Si le pays est en vert clair, voire en orange, la consommation stagne ou bien elle baisse. C'est le cas des pays développés. Par contre, si on prend les pays émergents, qu'on appelle souvent les BRICS, donc le Brésil, la Russie que l'on laisse volontairement à part, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, vous voyez qu'ils apparaissent en vert foncé, ce qui montre qu'en fait la consommation dans ces pays-là d'énergie augmente fortement, très fortement. La Chine, notamment, est aujourd'hui le premier pays consommateur d'énergie au monde. À elle seule, elle représente 23% de la consommation mondiale. Idem, si on prend le graphique que je vous ai présenté tout à l'heure, donc on voit que la Chine, qui est un pays seul, occupe une place aujourd'hui omniprésente dans la consommation d'énergie. On voit également que la part de l'Asie, que vous voyez en orangé ici, augmente de plus en plus, donc ce qui montre bien que les pays émergents occupent une place de plus en plus importante dans cette consommation d'énergie. Vous pouvez donc noter. Deuxième catégorie, les pays émergents avec une hausse de la consommation d'énergie. Pourquoi? Alors pourquoi ces pays-là sont en pleine industrialisation? C'est-à-dire que l'industrie, le secteur de l'industrie, se développe de plus en plus. En fait, et vous le notez, le développement économique de ces pays s'appuie sur la consommation de ces sources d'énergie. C'est le premier facteur d'explication donc, économique. Deuxième facteur d'explication, vous rajoutez que c'est lié aussi au progrès global du niveau de vie. Dans ces pays-là, on a de plus en plus de voitures. On a également des progrès dans le confort des logements. Et l'exemple à noter et à retenir, c'est la Chine, qui est aujourd'hui surnommée l'atelier du monde, puisqu'on y trouve de nombreuses usines qui alimentent le monde en biens manufacturés, qui représentent 23% de la consommation mondiale. Enfin, dernière catégorie de pays, les pays en voie de développement ou les PMA, les pays les moins avancés, donc, qui sont les pays les plus pauvres. Là, au contraire, on a une faible, voire très faible consommation d'énergie, mais cette consommation d'énergie augmente. Si on regarde les pays qui ont un cercle, vous voyez qu'il n'y a pas de pays faisant partie des PMA, donc des pays les plus pauvres, qui se situent surtout dans le centre de l'Afrique, qui en font partie. Par contre, vous voyez que tous les pays dits pauvres ou en voie de développement apparaissent en vert, ce qui montre bien qu'on a une croissance. Si on prend le graphique que j'ai utilisé tout à l'heure et que l'on s'intéresse notamment au cas de l'Afrique, vous voyez que l'Afrique en 1971, c'était
un continent très minime dans cette consommation mondiale d'énergie, alors qu'en 2016, on voit que cette proportion a augmenté. Alors elle reste mineure, mais elle augmente petit à petit. Vous pouvez donc noter troisième catégorie de pays, les pays en voie de développement et les PMA. Pour rappel, ce sont les pays les moins avancés. On avait vu ça dans la première séquence de géographie. Vous notez que ces pays ont une faible consommation d'énergie, mais en croissance. Pourquoi? Alors pourquoi? On a une population dans ces pays-là qui est une population rurale et pauvre. Or, on le sait, les modes de vie qui consomment le plus d'énergie, ce sont les modes de vie urbains plus que ruraux. On a également dans ces pays une faible industrialisation. Le secteur économique qui est encore majeur dans ces pays-là, c'est l'agriculture. Et enfin, on a un niveau de vie précaire, avec très peu d'équipements modernes. Un exemple, là aussi, l'Afrique. L'Afrique, donc l'ensemble du continent africain, qui compte quand même beaucoup de pays, ne représente aujourd'hui que 3% de la consommation mondiale d'énergie. Un chiffre pour vous montrer les écarts de développement, on compte que 1 milliard de personnes sur 7 milliards dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. Conclusion de ce point, vous notez que l'énergie s'impose comme un besoin vital pour les sociétés et les activités humaines dès qu'un pays se développe. Donc là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que suivant le niveau de développement d'un pays, un pays consomme plus ou moins. Plus il se développe, plus il consommera d'énergie. Deuxième point de ce petit 1, on a également des énergies utilisées différentes suivant le pays et suivant le développement, le niveau de développement, le stade de développement de ce même pays. Je m'explique. Par exemple, si on prend l'Europe et la Russie, donc vous voyez ici en 2016 sur ce graphique, on voit que les énergies utilisées sont principalement les produits pétroliers, le pétrole, mais également le gaz naturel et l'électricité, donc ce qu'on appelle des énergies développées à avancer. Tandis que si on prend maintenant l'Afrique, donc qui compte surtout des pays en voie de développement ou bien des PMA. Là, les énergies utilisées en Afrique, c'est plutôt de la biomasse. Donc ce qu'on appelle biomasse, c'est notamment le bois ou bien même les déchets. Et que la part, au contraire, d'électricité est très faible. Donc vous pouvez noter que le stade de développement d'un pays influence aussi les sources d'énergie utilisées. Premier élément, dans les pays développés et émergents. On a une consommation d'hydrocarbures, ce qu'on appelle les hydrocarbures, c'est le pétrole ou le gaz, et d'électricité. A l'inverse, dans les pays en voie de développement et les PMA, on a l'usage du charbon, du bois et des déchets. Donc quand je vous parle déchets, c'est des déchets ménagers que l'on brûle pour faire de la chaleur. Ça peut être des excréments d'animaux également. C'est ce qu'on voit beaucoup en Asie et en Afrique. On passe au petit 2, cette fois-ci sur la répartition de ces ressources. Donc là, on vient de voir la consommation, maintenant on va voir la production. Donc le fait d'avoir des ressources énergétiques sur son territoire. Alors, ce qui apparaît d'emblée, c'est que ces ressources énergétiques, elles ne sont pas réparties partout de la même manière. Il y a de très grandes inégalités entre les pays, avec des pays qui ont la chance d'avoir des ressources énergétiques importantes et d'autres qui n'en ont quasiment pas, voire pas du tout. Donc en fait, ces ressources énergétiques, elles sont concentrées que dans quelques pays. Ici, vous avez la carte des ressources, des réserves, des gisements de pétrole dans le monde à la fin de l'année 2015. Et on voit que les pays qui concentrent le plus de ces réserves pétrolières, c'est les pays du Moyen-Orient, donc rien de bien surprenant. L'Arabie Saoudite, à elle seule, c'est plus de 15% des ressources en pétrole. Vous avez également le Venezuela, qu'on avait étudié au début de l'année, ou encore le Canada. Vous pouvez donc noter, petit 2,
3 petits points, fini ce qu'on avait commencé avec le petit 1, mais des ressources inégalement réparties. Vous notez directement que les gisements des ressources énergétiques utilisées sont concentrés dans quelques pays seulement. En 2013, on constate que 50% des réserves en pétrole se trouvent au Moyen-Orient, donc dans des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, et que 50% du gaz naturel se trouve en Russie et au Moyen-Orient. Grosso modo, aujourd'hui, les pays qui sont les plus avantagés de ce point de vue-là sont la Russie et le Moyen-Orient. Conclusion, on a une répartition inégale en fonction des milieux naturels. Là, c'est la nature qui impose la présence ou non de gisements. C'est en fait lié au type de roches que l'on trouve dans ces pays et qui renferment du pétrole et du gaz. Par conséquent, on a des pays qui, aujourd'hui, ont besoin forcément d'importer pour répondre à leurs besoins. Si on reprend la carte des pays qui ont le plus de gisements, on voit que les pays les plus consommateurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, le Japon, sont pas les mieux pourvus en gisements énergétiques. L'Amérique du Nord, ça peut aller, mais si on prend l'Europe de l'Ouest, on a très peu de gisements, le Japon également. Si on s'intéresse notamment au cas du Japon, le Japon doit importer 82% des énergies utilisées sur son territoire. Donc ce qui montre bien qu'il y a un gros problème de ce qu'on appelle l'indépendance énergétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains pays qui ont peu de gisements mais qui consomment beaucoup, c'est notamment le cas de la Chine, qui vous le voyez ici ne possède que 1 à 2% des réserves de pétrole du monde, ces pays-là développent des politiques. La Chine développe ce qu'on appelle la politique de la route de la soie. Rappelez-vous, on avait vu ça pour le Moyen-Âge. Là, on a une nouvelle politique depuis 2013 développée par le gouvernement chinois, qui porte aussi ce nom de route de la soie et qui a un petit peu le même objectif. Le but, c'est d'assurer les échanges commerciaux entre la Chine, d'une part, et l'Europe et l'Afrique, d'autre part. Elle passe, cette politique, par des investissements, donc le fait que la Chine investit de l'argent dans les pays présents sur cette route. Donc c'est tous les pays que vous voyez représentés sur cette carte. C'est des investissements dans les aéroports, dans les trains, dans les routes, dans les ports, notamment sur la route, si vous le regardez bien ici, sur la route allant du Moyen-Orient, donc la péninsule arabique, à la Chine. Le but de la Chine avec les routes de la soie, c'est aussi d'assurer son approvisionnement en sources énergétiques et notamment en pétrole venant du Moyen-Orient, mais également de Russie, puisque vous le voyez, une route est en cours de construction entre la Chine et Moscou. Vous pouvez donc noter, en guise de trace écrite, que par conséquent, la plupart des pays doivent importer pour répondre à leurs besoins. Un exemple, le Japon, qui importe 82% des énergies utilisées. Et là, ça pose le problème de ce qu'on appelle l'indépendance énergétique. Terme d'ailleurs dont vous allez noter la définition, c'est la situation d'un pays qui produit suffisamment d'énergie pour répondre à ses besoins. Je m'explique. Si un pays produit assez pour répondre aux besoins de ses activités économiques, aux besoins de sa population en énergie, alors il est indépendant énergétiquement. Si par contre il est obligé d'importer, c'est-à-dire d'acheter à l'étranger des ressources énergétiques, alors il est dépendant énergétiquement. Nous passons au petit 3, point 3, des ressources entraînant des tensions géopolitiques. Vous le notez directement, l'énergie, ou les ressources énergétiques, est au cœur d'enjeux géopolitiques, c'est-à-dire entre les pays. Majeurs, c'est-à-dire de tensions entre les pays, 2 points. Et nous allons en voir quelques-unes. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps d'écrire. Alors le fait qu'il y ait des gisements localisés que dans quelques parties du monde, mais que les pays qui consomment le plus ne sont pas forcément ceux qui possèdent le plus de ressources énergétiques, cela entraîne forcément des flux commerciaux, des échanges commerciaux, et donc un transport de ces énergies dans le monde.
Et vous le voyez ici avec cette carte des flux. Donc on a des flux qui partent surtout du Moyen-Orient, qui vend ses ressources énergétiques en Inde, en Chine, au Japon, en Europe, dans une moindre mesure aux États-Unis. Or, le problème, c'est que les routes empruntées par les bateaux, les navires qui transportent le pétrole et le gaz naturel, ces routes-là deviennent des routes à fort enjeu, des routes qu'il faut sécuriser, mais qui sont très difficiles à sécuriser. Ce qui entraîne, notamment au Moyen-Orient, le développement de la piraterie moderne au large du Moyen-Orient et notamment au large des détroits, donc ces points de passage obligatoires pour les navires, notamment le détroit d'Ormuz, que vous avez juste ici, donc entre les Émirats arabes unis et l'océan Indien, où passent beaucoup de bateaux, de navires chargés de ces énergies qui viennent du Koweït, de l'Iran, du Qatar ou des Émirats arabes unis. Vous avez également le détroit de Bab el-Mandeb, au large du Yémen, et dans cette zone, on a beaucoup de piraterie. Ces pirates, comment ils procèdent? Alors, ce sont souvent des pirates assez bien équipés pour le coup. Ils ont un bateau-mère, donc un bateau un peu plus gros, qui transporte des vedettes, donc des bateaux plus petits, qui sont rapides et qui s'approchent donc du bateau à capturer. Donc, vous voyez juste ici. Des pirates armés de Kalachnikov, donc des fusils d'assaut et de lance-roquettes, se lancent à l'assaut de la cible. Et les pirates capturent le bateau et son équipage. En sachant qu'il n'y a pas de grande difficulté, dans le sens où il y a un équipage très réduit, bien souvent, à bord des bateaux de commerce. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de pirates pour prendre le contrôle de ces navires chargés de pétrole ou de gaz. Donc vous pouvez noter, premier élément, que la présence inégale de gisements en ressources énergétiques impose des échanges et le transport d'énergie, notamment par les voies maritimes. Conséquence, ça entraîne des sources de tension, car on a une difficulté à sécuriser ces routes. Exemple, la piraterie au large du Moyen-Orient, notamment du détroit d'Ormuz. Le deuxième élément, c'est que la possession de ressources énergétiques peut être aussi un outil de pression pour certains États vis-à-vis de d'autres États. C'est le cas notamment de la Russie, qui n'hésite pas à utiliser ses gisements de pétrole et de charbon comme un outil de pression face à d'autres pays, notamment en Europe de l'Est. Puisque la Russie alimente une bonne partie de l'Europe de l'Est, notamment en gaz, et lorsqu'il y a eu la guerre de Crimée entre l'Ukraine et la Russie n'a pas hésité à fermer finalement le robinet de gaz allant en Ukraine pour couper toute alimentation en gaz en Ukraine. Donc ça veut dire pas de chauffage notamment. Le but c'était de faire céder l'Ukraine et donc de gagner la guerre un peu plus vite. Vous pouvez donc noter, deuxième élément, deuxième tiret, la possession de ressources énergétiques peut être utilisée comme outil de pression face à d'autres États. Exemple, la Russie alimente en gaz l'Europe de l'Est, qui peut décider à tout moment d'arrêter l'approvisionnement. On l'a vu, on est tellement dépendant aujourd'hui des ressources énergétiques que c'est une vraie arme de guerre. Troisième élément, vous notez, la course actuelle à la recherche d'ultimes gisements en mer conduit à des tensions qui peuvent aboutir à de futures guerres. Un exemple que je ne détaillerai pas plus parce qu'on l'a vu précédemment, c'est l'exemple de l'Arctique, où plusieurs pays s'opposent et commencent d'ailleurs à se militariser. Enfin, le quatrième et dernier élément, c'est le nucléaire. Vous le savez peut-être, l'énergie nucléaire a deux usages. Un usage civil, vous le voyez à gauche, c'est la production d'électricité dans des centrales, mais aussi un usage militaire avec la bombe atomique, ici avec le champignon atomique suite à Hiroshima. Ces usages, pacifiques d'un côté, militaires de l'autre, créent des inquiétudes face à l'acquisition de cette technologie, quand même extrêmement dangereuse, par des pays considérés comme dangereux par les pays développés, comme l'Iran. Rappelez-vous ce qui s'est passé encore il y a quelques mois, au mois de janvier, entre les États-Unis et l'Iran, les frictions qui ont fait craindre à une guerre mondiale, ou encore la Corée du Nord.
officiellement d'ailleurs, qui veulent avoir le nucléaire à des fins civiles. Cette caricature résume bien la situation d'ailleurs en Iran. Donc vous avez en arrière-plan des infrastructures qui montrent que l'Iran est aujourd'hui un des pays qui produit et qui a le plus de gisements de pétrole dans le monde. Et donc là, vous avez les représentants de l'Iran, et face à eux, vous avez un représentant de l'ONU, donc de l'Organisation des Nations Unies, qui leur dit, rappelez-moi, pourquoi avez-vous tant besoin d'énergie nucléaire? Et ça, finalement, ça illustre bien l'incompréhension des pays développés, puisqu'ils ne comprennent pas pourquoi l'Iran voudrait l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité, alors qu'ils ont énormément de pétrole. Donc, ce que craignent les pays développés, c'est que derrière l'utilisation du nucléaire pour faire de l'électricité, c'est plutôt utiliser le nucléaire pour faire des bombes atomiques. Or, depuis la guerre froide, on a un nombre de pays limité qui possèdent l'arme nucléaire et on a des accords qui visent à limiter cette propagation. C'est ce qu'on appelle les accords, les traités SALT. Donc le but de ce club fermé de pays qui possèdent l'arme nucléaire, c'est de ne pas étendre ce club à d'autres pays. Donc vous pouvez noter, quatrième tiret, le nucléaire a deux usages, le civil, production d'électricité, et militaire avec la bombe atomique. Ce qui entraîne une inquiétude face à l'acquisition de cette technologie par des pays comme l'Iran ou la Corée du Nord, officiellement à des fins civiles. Nous avons vu les différentes tensions que cela pouvait produire. Pour finir, je dirais que vous avez dû remarquer qu'à chaque fois, les pays qui sont les plus touchés par ces tensions, c'est le Moyen-Orient. Or, ça explique aussi pourquoi, aujourd'hui, c'est une région de conflit, de guerre, et que bien souvent, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis interviennent, ou la Russie interviennent dans ces pays-là, puisque ce sont des pays hautement stratégiques en raison des ressources énergétiques qu'ils possèdent. Toutes ces tensions que l'on vient de voir nous font aboutir à cette conclusion. Tous les pays, aujourd'hui, cherchent à atteindre l'indépendance énergétique, c'est-à-dire à ne plus dépendre de d'autres pays, de d'autres États. Exemple, les États-Unis, qui jusqu'alors achetaient beaucoup au Moyen-Orient ou à d'autres pays, les États-Unis investissent dans l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste présents sur leur territoire. C'est-à-dire que vous avez ici représenté les hydrocarbures non conventionnels, donc c'est le figuré de surface violet. Vous voyez que les États-Unis en possèdent plusieurs. Le problème, c'est que ces gisements sont très coûteux à exploiter et très difficiles d'un point de vue technologique. Or, aujourd'hui, les États-Unis, notamment depuis l'élection de Donald Trump, investissent de plus en plus dans l'exploitation de ces énergies, même si elles sont coûteuses, pour ne plus dépendre du Moyen-Orient. Dernier point sur les enjeux géopolitiques, vous pouvez noter que l'énergie est donc un facteur de puissance. Aujourd'hui, on s'en rend bien compte, les pays qui commencent à devenir de plus en plus puissants dans le monde sont des pays qui possèdent des ressources énergétiques. Exemple, les pays arabes qui ont pu se développer et s'enrichir grâce à la rente énergétique. Alors, la rente énergétique, ce sont les revenus financiers d'un État reposant sur l'exploitation de ses ressources énergétiques. Donc le fait de vendre du pétrole, par exemple, à d'autres pays, permet aux Émirats arabes unis, au Qatar, à l'Arabie saoudite, de s'enrichir et donc de se développer. Un exemple qui montre la manifestation de cette puissance dans le monde grâce à l'argent du pétrole, vous notez, les émirs des Émirats arabes unis ou du Qatar font partie aujourd'hui des hommes les plus riches du monde. Ce qui leur a permis d'ailleurs ces dernières années de faire un certain nombre d'investissements en France dans le foot. Rappelez-vous le rachat du PSG en 2011 par le Qatar, ou encore dans les vignobles, etc., etc. Nous avons donc fini avec ce grand A sur la nécessité, l'enjeu de l'approvisionnement qui devient de plus en plus vulnérable. Nous passons au grand B, l'enjeu d'un approvisionnement durable en ressources énergétiques. Petit 1, des ressources énergétiques qui s'épuisent. Aujourd'hui dans le monde, vous voyez ici, les énergies qui sont les plus utilisées, les plus consommées, ce sont
le pétrole, qui est encore premier, le charbon, qui reprogresse de nouveau depuis les années 90, et le gaz naturel. Or, le problème, c'est que ces trois sources d'énergie sont des énergies que l'on appelle des énergies fossiles et qui ne sont pas renouvelables. C'est-à-dire qu'à terme, elles vont forcément s'épuiser. Vous pouvez donc noter que la consommation mondiale repose à 87% de ces énergies sur des énergies fossiles, que ce soit le pétrole, le charbon ou le gaz. Le problème, c'est que ces énergies, vous le notez, vont s'épuiser au cours du XXIe siècle. On le sait, d'ici 2100, les gisements que l'on connaît actuellement seront épuisés si on continue à consommer autant d'énergie fossile. Donc là, il y a un véritable problème. Cela conduit à quoi? Cela conduit un certain nombre de pays et des firmes transnationales, c'est-à-dire des entreprises mondiales spécialisées dans l'énergie, comme Total, qui est une entreprise française, ExxonMobil, une entreprise britannique, ou Shell, qui est une entreprise des Pays-Bas, à investir dans la recherche et l'exploitation de nouveaux gisements. C'est-à-dire que comme on voit que les gisements actuels vont s'épuiser, les pays, les États et les entreprises décident de tenter le tout pour le tout et d'investir des millions, des centaines de millions de dollars dans la recherche d'ultimes gisements possibles. Premier point, premier tiret, vous notez ce qu'on appelle l'énergie offshore. Alors, offshore, ça signifie quoi? C'est-à-dire une énergie que l'on trouve en mer. C'est notamment la présence de gisements de pétrole ou de gaz en mer. Et c'est le cas en Arctique, notamment, nous l'avons vu. Ces énergies offshore, je fais un point là-dessus, elles se développent de plus en plus parce qu'aujourd'hui, l'exploitation est rendue possible grâce au progrès technologique. Par exemple, au tout départ, on était capable de construire des plateformes pétrolières qui étaient capables de forer à 200 mètres, de 300 mètres de profondeur. Aujourd'hui, on est capable de mettre en place des plateformes qui récupèrent le pétrole ou le gaz contenu à une distance, à une profondeur de 3000 mètres. Donc on voit bien là que l'évolution technologique a permis d'aller de plus en plus loin et d'aller chercher des gisements de plus en plus loin en mer. Le problème, c'est que c'est une exploitation qui est très coûteuse. Ça conduit donc à des plateformes comme vous avez ici en Russie. Donc ça, c'est pour l'énergie offshore. Deuxième élément qui montre que les États et les entreprises vont chercher des gisements le plus loin possible, c'est ce qu'on appelle le pétrole ou le gaz de schiste. Donc ici, vous avez la carte des gisements de gaz de schiste dans le monde, donc, situés essentiellement en Amérique, surtout d'ailleurs aux États-Unis ou au Canada, un peu en Amérique du Sud, assez peu en Europe, sauf en Europe du Nord. L'Afrique, le Moyen-Orient ne sont pas trop concernés, et vous avez quelques gisements également en Asie. Alors comment ça fonctionne? La première différence d'abord, c'est que contrairement au pétrole et au gaz conventionnels, c'est-à-dire classiques, le pétrole et le gaz de schiste sont contenus dans des roches qu'il faut éclater. Alors que le pétrole et le gaz conventionnel, donc habituel, celui qu'on exploite encore jusqu'à présent, sont contenus dans des nappes, des sortes de poches qu'il y a dans le sous-sol. Donc ils sont beaucoup plus faciles à extraire et moins dangereuses à extraire également. Le gaz de schiste, par exemple, comment on l'extrait? Alors, ça commence d'abord par le forage donc, que vous avez ici en marron, dans lequel on insère de l'eau, du sable et des produits chimiques, donc hautement toxiques, non seulement pour l'homme, mais aussi pour l'environnement. Donc on fait rentrer ce mélange dans le sol jusqu'à la roche dans laquelle on trouvera du gaz ou du pétrole. Le phénomène qui a lieu donc à une profondeur de 2 à 3000 mètres, c'est qu'on a une fracture de la roche. Donc la roche est en train de se fracturer. En se fracturant, la roche va libérer aussi bien le gaz ou le pétrole. C'est suivant. Un autre forage est effectué pour faire remonter de cette roche fracturée le mélange de gaz et d'eau, donc qui remonte grâce à un puits. Troisième étape, on a la séparation de l'eau d'un côté et du gaz de l'autre.
Le problème, c'est que l'eau qui a été utilisée pour l'extraction de ces énergies de schiste est une eau fortement polluée et qui est très difficile à recycler. Donc vous pouvez noter, deuxième tiret, vous l'avez ici, l'exploitation de ce qu'on appelle les hydrocarbures non conventionnels, exemple le gaz ou le pétrole de schiste aux États-Unis. Les conséquences de l'extraction de ce pétrole ou ce gaz de schiste sont particulièrement nocives pour l'environnement. Vous voyez ici la conséquence sur le paysage. Donc voilà à quoi ressemble aux États-Unis l'extraction, les puits d'extraction de pétrole ou de gaz de schiste. Donc on a l'impression d'avoir finalement une sorte de territoire grignoté, et c'est le cas par les sociétés, par les entreprises spécialisées dans l'énergie. Une définition pour finir, la définition d'énergie fossile, c'est une énergie non renouvelable produite à partir du pétrole, du gaz, du charbon, contenus dans le sous-sol. Nous passons à présent au petit 2 sur les impacts environnementaux de l'utilisation des ressources énergétiques. Vous notez directement la consommation massive d'énergie fossile pose aujourd'hui des problèmes environnementaux. Nous allons les voir justement un par un. Pour cela, vous allez réaliser une carte mentale que l'on va faire progressivement. Donc au milieu de cette carte mentale, vous notez conséquences environnementales des énergies fossiles. Premier élément indiqué par cette flèche, d'abord pendant la production de l'énergie et pendant le transport de cette énergie. On a une pollution à la fois de l'eau et des sols. Un exemple, le phénomène de marée noire, c'est-à-dire le déversement de pétrole dans l'océan lorsque vous avez le naufrage d'un pétrolier. C'est notamment ce qui est arrivé en 1999 au large de la Bretagne avec le naufrage du pétrolier l'Erika. Une image pour vous montrer ce que ça donne. Donc on a des plages recouvertes de nappes d'hydrocarbures, de nappes de pétrole, qui sont très difficiles ensuite à nettoyer, et surtout la mort d'un certain nombre de poissons, bien sûr, mais aussi d'oiseaux qui se trouvent piégés quand ils se posent sur cette nappe de pétrole. Donc une pollution très importante qui touche les pays développés, qui touche également des pays comme le Niger. Au large du Niger, dans le golfe de Guinée, vous avez des gisements de pétrole qui sont exploités actuellement. Il arrive qu'il y ait des fuites. Voilà ce que ça entraîne, des marées noires qui détruisent le littoral où on trouve souvent d'ailleurs des pêcheurs dont le revenu est basé uniquement sur la pêche. Pas besoin de vous dire que dans ces conditions-là, la pêche est impossible. Au Niger, on en avait assez peu entendu parler à ce moment-là, mais la marée noire qui avait eu lieu, l'étendue de cette marée noire était équivalente à la superficie du Portugal. Donc, je reviens à la trace écrite. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de tout recopier avant de passer à la suite. Deuxième conséquence environnementale. Cette fois-ci pendant le raffinage. Le raffinage, c'est la transformation de l'énergie primaire. Pendant le raffinage et pendant la consommation de cette énergie, on a une pollution de l'air avec l'émission de CO2, de dioxyde de carbone, dans l'atmosphère. La conséquence, on le sait particulièrement bien aujourd'hui, c'est que ça entraîne des problèmes de santé. Ce n'est pas pour rien que le nombre de personnes asthmatiques augmente. Et cela entraîne l'émission de gaz à effet de serre, notamment dans les grandes villes, dans les métropoles. Ce qui entraîne une accélération du changement climatique. Un point justement sur cet effet de serre. L'effet de serre, c'est un mécanisme naturel et qui nous permet de vivre. Comment ça fonctionne? Donc vous avez le Soleil qui émet des rayons solaires à destination de la Terre. On a 20% de ces rayons absorbés par l'atmosphère, donc qui disparaissent dans l'atmosphère. On a 30% qui sont repoussés par l'atmosphère, donc qui sont renvoyés vers l'espace. On a le reste, donc 50%,
qui arrivent jusqu'au sol de notre planète. C'est grâce à cela d'ailleurs que la vie existe sur la Terre. Donc en fait, cette couche, cet effet de serre, ça permet à la planète d'avoir une température qui permet à la vie d'être là. Ensuite, une fois que les rayons solaires touchent le sol, vous avez l'émission de rayons infrarouges émis par le sol chauffé. Une partie de ces rayons infrarouges sont renvoyés par l'espace, arrivent jusqu'à l'espace, donc c'est 5%. On a 95% de ces rayons qui sont retenus par l'atmosphère, et c'est ça l'effet de serre. Jusque-là, tout fonctionne bien. Le problème, c'est que maintenant, on a des gaz à effet de serre, qui aujourd'hui retiennent de plus en plus les rayons infrarouges. Ce qui fait que les rayons qui normalement devraient repartir pour éviter que la planète surchauffe sont retenus, ce qui fait qu'aujourd'hui la température moyenne sur Terre augmente de plus en plus. Et ces effets-là se ressentent notamment au niveau de l'Arctique. On l'avait vu dans l'étude de cas. Donc voilà les conséquences que ça a. Cette pollution, elle est liée notamment à la progression du nombre de voitures, à l'augmentation du nombre de voitures en circulation. Par exemple, en Chine, on avait 154 millions de voitures en 2014, 4 ans plus tard, en 2018, on est à 187 millions. Cette importante circulation et les embouteillages entraînent un phénomène que l'on appelle le smog, un brouillard de pollution, que l'on voit ici en Chine, à Pékin, à Beijing. Je reviens à la trace écrite pour que vous ayez le temps de la noter avant de passer à la troisième et dernière conséquence. Troisième conséquence, les énergies fossiles sont aussi à l'origine de risques technologiques. Exemple, l'uranium. L'uranium, c'est un combustible qui est instable, très instable, et qui est donc propice aux accidents. Et depuis qu'on l'exploite, plusieurs accidents ont eu lieu. C'est le cas notamment en 1986 en URSS de Tchernobyl. Pourquoi? Parce qu'on a voulu tester la centrale, voir jusqu'où on pouvait monter en production, ce qui a entraîné l'explosion d'un des réacteurs. Donc cette catastrophe a notamment été l'objet d'une fiction, d'une mini-série l'année dernière, de très grande qualité d'ailleurs, sauf pour les âmes sensibles, donc la série qui s'appelle Tchernobyl. Quelques images de cette catastrophe. Donc là, vous voyez deux représentants soviétiques face au réacteur donc, qui continue, où on voit donc une fumée qui continue de s'échapper. Le problème, c'est qu'on avait des matériaux toxiques touchés par l'uranium et qui étaient donc radioactifs. On a envoyé des ouvriers pour retirer ces éléments radioactifs du toit. Vous voyez le peu d'équipement qu'ils avaient, des gants en plastique. Voilà. Donc, ça a conduit à énormément de morts à ce moment-là dans tout le pays, mais aussi au-delà. Donc les personnes les plus proches sont mortes rapidement. Les personnes plus éloignées ont développé un certain nombre de malformations, de cancers, etc. À l'époque, donc cette année-là, en 1986, les autorités, la météo en France, avaient prétendu que les vents avaient permis d'arrêter le nuage radioactif lié à la catastrophe, pile à la frontière française. On sait aujourd'hui que tout cela était faux. Je reviens donc à la trace écrite, pour que vous puissiez noter les exemples. On a un exemple aussi également plus récent, à Fukushima au Japon en 2011, puisque là, l'accident nucléaire avait eu lieu suite à un tsunami qui avait totalement submergé la centrale. Donc voilà les trois conséquences environnementales majeures liées aux énergies fossiles et qui doivent nous faire comprendre à tous que les énergies fossiles aujourd'hui sont hautement dangereuses et ne sont absolument pas durables à terme. Un terme de vocabulaire, celui d'effet de serre, qui est donc un phénomène naturel et nécessaire qui maintient la chaleur du rayonnement solaire à la surface de la Terre. Les activités humaines accentuent l'effet de serre, entraînant un réchauffement de la température de la planète. Petit 3, dernier point du grand B, la transition énergétique.
Alors, vous le notez directement, face à ces limites, tout ce qu'on vient de voir, donc le fait que ces gisements s'épuisent, qu'il y ait de gros problèmes au niveau de l'environnement, face à ces limites, un accord sur le climat a été signé en 2015 à Paris par la plupart des pays. L'objectif fixé par cet accord qui a été signé est de stabiliser le réchauffement du climat en dessous de 2 degrés d'ici 2100, en réduisant l'émission de gaz à effet de serre. Donc autrement dit, cela veut dire aussi qu'il va falloir qu'on utilise moins d'énergies fossiles, qui sont responsables de ce gaz à effet de serre. Le gros problème de cet accord sur le climat, c'est qu'on a des pays parmi les plus gros pollueurs qui ne l'ont pas signé, je pense à la Russie, mais on a également les États-Unis qui, à l'époque, avec Obama, avaient signé l'accord, qui se sont retirés depuis l'élection de Donald Trump. La conséquence quand même de cet accord, c'est qu'aujourd'hui, on a des États qui prennent de plus en plus de mesures en faveur d'une transition énergétique, en favorisant le développement d'énergies renouvelables. Un point sur la transition énergétique, je vous mettrai la définition un peu plus loin, c'est le passage d'une société où on utilise beaucoup d'énergie fossile à une société qui, au contraire, utilise davantage les énergies dites renouvelables. Alors, les énergies renouvelables. On considère qu'une énergie est dite renouvelable si la durée de sa formation est faible à l'échelle de la durée d'une vie humaine. Par exemple, on considère que le bois, que l'on peut brûler pour faire de l'énergie, le bois est une énergie renouvelable puisqu'il faut environ 10 ans pour faire pousser un arbre qui peut être après utilisé. Par contre, à l'inverse, tout à l'heure on parlait d'énergie fossile, il faut savoir que le pétrole a été formé par la lente décomposition de résidus végétaux, donc de restes d'arbres, de plantes, etc., en dizaines de millions d'années. Donc on est en train de détruire, d'exploiter totalement des gisements en quelques décennies qui ont mis des millions d'années à se faire. L'uranium, lui, il est contenu dans la Terre et il a été formé en même temps que la Terre. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de renouvellement possible. Et là aussi, l'épuisement pour l'uranium va se faire dans une centaine d'années. Quelques exemples de ces énergies renouvelables, vous avez notamment l'énergie hydraulique, c'est-à-dire liée au mouvement de l'eau et qui est liée à l'aménagement de barrages. Vous avez l'énergie liée à l'éolien, donc ce sont les éoliennes que vous voyez juste ici. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'énergie hydraulique, donc c'est un barrage comme celui que vous avez en bas à droite. Vous avez également l'énergie solaire, liée aux panneaux solaires, la géothermie, qui consiste à extraire la chaleur dans le sol, dans la terre, les agrocarburants, que vous voyez ici représentés, c'est-à-dire que l'on ait des cultures agricoles qui servent ensuite à produire des carburants pour les voitures, notamment à base de colza ou de maïs. Vous avez le bois, vous avez l'utilisation en mer d'hydroliennes, comme vous voyez ici. Bref, les énergies renouvelables sont très vastes. Je reviens à la trace écrite pour que vous notiez quelques exemples. L'intérêt également, et vous le notez, de ces énergies renouvelables, c'est qu'elles permettent aux pays de miser sur les potentiels de leur territoire. Un pays qui est ensoleillé peut développer l'énergie avec des panneaux photovoltaïques. Un pays peut mettre en avant le fait qu'il est exposé au vent. Un pays peut utiliser un atout s'il possède des fleuves. Bref, l'intérêt en fait des énergies renouvelables, c'est qu'elles permettent d'utiliser des atouts qu'à peu près tous les pays possèdent dans le monde. Donc c'est une énergie beaucoup plus répandue, plus équitablement répandue en tout cas, que les énergies fossiles, dont on a vu qu'auparavant que les gisements sont quand même très localisés que dans certains pays. Dernier élément, vous notez que les pays développés, comme certains pays émergents, comme la Chine, investissent dans ces nouvelles énergies. Il ne faudrait pas imaginer que les énergies renouvelables ne sont réservées qu'aux pays développés. Non, on a des pays aujourd'hui qui sont émergents, qui font aussi le choix d'investir pour l'avenir dans ces énergies-là, et c'est le cas de la Chine. Alors, tout ça est bien joli, toutefois, il y a quand même un certain nombre de limites. Donc, vous le notez, toutefois, l'utilisation de ces énergies renouvelables reste limitée. Deux points.
Premier élément, première limite. On a d'abord une instabilité de ces sources d'énergie. Ces sources d'énergie, elles varient dans l'espace. Par exemple, on a des régions plus ou moins ensoleillées. Forcément, si on prend la Picardie, on va produire moins d'énergie électrique avec des panneaux photovoltaïques que la Provence dans le sud de la France. Ces énergies, elles varient aussi dans le temps. Le vent, par exemple, n'est pas régulier. On a des moments, on a des saisons, on a des endroits où le vent est plus fort et d'autres moments où le vent est quasiment absent. Donc les éoliennes ne vont pas tourner tout le temps. Deuxième limite, avec les agrocarburants cette fois-ci. Les agrocarburants, ils nécessitent une agriculture intensive ou productiviste qui est très polluante. C'est une agriculture où on utilise des pesticides, où on détruit la nature. C'est aussi une agriculture qui accapare des terres, qui ne servent pas, qui ne servent plus à nourrir les habitants. C'est le cas par exemple au Brésil. Au Brésil aujourd'hui, on a une part de plus en plus importante des champs, des terres agricoles, des parcelles, qui servent à produire des agrocarburants que l'on vend dans le monde entier, et à côté de ça, vous avez une part de la population brésilienne qui ne mange pas à sa faim aujourd'hui. Donc là, il y a un gros problème. Troisième limite, l'opposition d'habitants face à ces projets. Tout le monde, grosso modo, est pour l'installation, par exemple, d'éoliennes, mais personne, ou très peu de personnes, souhaitent que ces éoliennes soient proches de leurs habitations. Enfin, dernière limite, il ne faudrait pas oublier que ces énergies peuvent aussi avoir un impact environnemental. Énergie renouvelable n'est pas énergie propre, totalement. Un exemple, aujourd'hui, se pose de plus en plus le problème du recyclage des panneaux solaires. Pour faire les panneaux solaires, on utilise des métaux rares que l'on ne sait pas très bien recycler, remettre en valeur. Donc il y a un coût environnemental aussi pour les énergies renouvelables. Un autre exemple, avec les voitures électriques, qui sont souvent présentées comme la solution idéale de la transition énergétique. Or, ce n'est pas la solution parfaite. Elle nécessite, ces voitures électriques, l'extraction de métaux ou de terres rares, que sont le lithium, le cobalt, l'indium, qui existent en très faible quantité sur la Terre. Donc on est en train en fait d'extraire de nouvelles ressources énergétiques, et donc d'appauvrir encore plus la Terre, pour produire ce qu'on considère souvent comme étant la solution écologique, qui ne l'est absolument pas. Enfin, dernier élément de ce petit 3, vous notez que pour réussir la transition énergétique, alors certes, il faut produire différemment, mais il va falloir aussi consommer différemment. Je l'ai noté ici, les habitants doivent aussi accepter de changer leur comportement. Ça passe par la lutte contre le gaspillage énergétique, ne pas laisser allumer la lumière dans une salle de classe alors qu'il n'y a pas cours. Ça passe par le fait également qu'il faut peut-être réduire l'allumage public. On a certaines communes aujourd'hui en France qui, pendant la nuit, coupent l'allumage public, donc les lampadaires dans la rue. Ça passe par le fait d'emprunter les transports en commun ou les mobilités douces, comme le vélo, la trottinette, etc. Donc ça, c'est surtout dans les villes. 3 notions à connaître, pour finir, l'agrocarburant, qui est un carburant issu de l'agriculture, l'énergie renouvelable, qui est une énergie fournie par la nature en quantité illimitée, comme le soleil, le vent, l'eau, ou en se régénérant, c'est le cas de la biomasse, comme le bois, ou les agrocarburants. Enfin, et c'est peut-être la notion la plus importante de ce grand 2, le terme de transition énergétique, qui est le passage d'un système énergétique fondé sur la consommation d'énergie fossile à un système d'énergie renouvelable. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de noter tout cela. Nous passons au grand C, dernier point, qui n'était pas dans le tableau de début de séquence que je vous avais distribué, mais plutôt que de faire une séquence que sur la France après, j'ai décidé de fusionner la séquence sur le monde et la séquence sur la France. Donc, après avoir vu les énergies dans le monde, on va faire un zoom dans ce grand C sur les énergies en France, les particularités de la France dans le domaine énergétique. Petit 1, un grand pays consommateur.
Vous pouvez noter directement que la France est le second pays consommateur, bien sûr d'énergie, en Europe après l'Allemagne, donc il est juste devant. Cette consommation n'a cessé d'augmenter depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 1940-1950, avant de stagner depuis les années 2010. On constate aujourd'hui que la consommation française en énergie stagne depuis environ 10 ans. Elle n'augmente plus. Alors maintenant, quelles sont les énergies qu'on utilise? Vous pouvez noter que les énergies utilisées en France sont 2 points. On va classer ces énergies en 2 catégories, les énergies d'abord majeures, c'est-à-dire celles qui sont les plus importantes, et les énergies mineures. On le voit ici sur ce graphique, 3 énergies dominent finalement. Ce sont l'énergie nucléaire, qui aujourd'hui représente 41,1% de la consommation. C'est le pétrole, qui représente encore un peu plus d'un quart, donc 28,6%, et c'est le gaz naturel, presque 15%. Donc vous pouvez le noter ici, hein, énergie majeure, premier tiret, le nucléaire, le pétrole, le gaz naturel. Vous n'avez pas besoin de noter forcément les pourcentages pour vous donner un peu une idée de la consommation. Et ensuite, deuxième catégorie, on a des énergies mineures, donc moins présentes, moins utilisées, moins consommées aujourd'hui. Ce sont les énergies renouvelables, qu'on appelle souvent ENR, qui représentent seulement en France 11,4%, et le charbon, qui lui représente 3,7%, que l'on consommait beaucoup avant la Seconde Guerre mondiale, mais que l'on consomme de moins en moins. C'est lié notamment à la fermeture des mines de charbon dans le nord et dans l'est. Ces énergies, elles sont utilisées surtout, vous pouvez le noter, dans le secteur résidentiel, c'est-à-dire dans les maisons en fait, pour le chauffage, pour l'électricité, l'électroménager, etc., dans les habitats. Deuxième secteur qui consomme le plus d'énergie en France, les transports, que ce soit les voitures, les camions, les trains, etc. Et enfin, troisième secteur, c'est l'industrie. Comme je vous le disais précédemment, les usines fonctionnent grâce à la consommation d'énergie. Prenez Spontex à Beauvais, elle ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas les énergies nécessaires. La France, maintenant, est l'indépendance énergétique. Alors, la France, vous pouvez le noter, la France connaît une indépendance énergétique que partielle. D'un côté, elle produit suffisamment d'électricité grâce à ses centrales nucléaires. Donc, au niveau électrique, on est totalement indépendant. On produit suffisamment pour répondre à nos propres besoins, ce qui nous permet même parfois d'en vendre à nos voisins européens. Mais, il y a une limite, elle doit quand même importer 2 points, et on va voir 2 sources d'énergie majeures, mais qu'on est obligé d'importer parce qu'on ne les produit pas ou pas suffisamment. Premier tiret, le pétrole. Le pétrole, on le fait venir principalement du Moyen-Orient et de Russie. Ce graphique qui montre l'origine du pétrole français montre bien qu'on a diversifié petit à petit, multiplié les clients qui nous vendent du pétrole. Si on se place dans les années 70, on voit que le pétrole français consommé en France, c'est du pétrole qui vient quasiment du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on a du pétrole qui vient du Moyen-Orient, certes, mais on a aussi du pétrole venant de Russie, on a du pétrole qui vient d'Afrique subsaharienne, on oublie, mais la partie au sud du Sahara en Afrique produit aussi du pétrole. On a également du pétrole venant d'Afrique du Nord. Bref, on essaye de multiplier le nombre de clients. Deuxième catégorie, deuxième source d'énergie que l'on importe massivement, c'est le gaz. Le gaz naturel qui nous vient de Norvège et qui nous vient aussi de Russie. D'où la nécessité pour la France d'avoir de bonnes relations avec Vladimir Poutine. On le voit sur ce graphique, hein, les principaux pays qui vendent aujourd'hui à la France, c'est la Norvège en très grande partie, puis on a la Russie, on a également les Pays-Bas, l'Algérie, le Qatar très faiblement, et le Nigeria. Alors, est-ce que cela veut dire que la France ne produit pas du tout de pétrole? En termes de pétrole, la France
a une production qui est quand même très très faible. 1,5% de sa consommation de pétrole vient des gisements français. Donc c'est très très peu. Cette production, elle vient essentiellement du bassin parisien. Donc on voit ici sur ce graphique d'où vient le pétrole produit en France. Donc vous avez le bassin parisien représenté en bleu clair ici. Vous avez également du pétrole produit dans le bassin aquitain. Vous avez un peu de pétrole produit en Alsace, très très peu. Tout ça pour dire que la production française est quand même très limitée. Quelques chiffres que vous n'avez pas besoin de noter, mais qui vous donnent une idée. Aujourd'hui, les réserves de pétrole de la France sont estimées à 11 années si on consomme toujours de la même manière. Donc dans 11 ans, normalement, il n'y aura plus de pétrole en France. Et si la France devait se servir demain uniquement de ces gisements de pétrole, donc qu'on ne pouvait plus importer, qu'on ne pouvait plus acheter, elle pourrait tenir seulement 1 mois et demi en consommant toujours pareil. Donc ce qui montre bien que du point de vue du pétrole, on est quand même très très dépendant. Alors tout à l'heure, on a vu qu'au niveau du pétrole, la France a multiplié ses clients. Pourquoi? Il y a eu, en fait, dans les années 70, un événement qui a poussé la France à changer totalement de stratégie. Jusqu'aux années 70, la France consommait beaucoup plus de pétrole et était totalement donc dépendante. Or, dans les années 1970, on a eu une guerre, la guerre de Kippour, entre Israël, un État juif, et les pays arabes, musulmans. Cette guerre a conduit à faire intervenir les pays occidentaux. Alors comment? En fait, les pays arabes, voulant obtenir le soutien des pays occidentaux, ont utilisé la seule arme qui était à leur disposition, leurs ressources en pétrole et en gaz. Donc ils ont décidé d'arrêter les importations. Donc la France s'est retrouvée privée de pétrole, la France d'ailleurs comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, ce qui a entraîné une situation de pénurie, d'où la photo que vous avez en haut à gauche. On avait des stations-service sans carburant, finalement, donc une pénurie. Deuxième impact, ça a eu comme conséquence une augmentation très forte du prix du pétrole. Vous le voyez ici avec la courbe qui évolue. Donc avant 1973, on avait un baril de pétrole qui se situait à 1 dollar environ, donc c'est rien, un baril de pétrole de 100 litres. Après 1973, on est arrivé à environ 10 dollars, donc multiplié par 10 en quelques mois. Vous voyez, à la fin de l'année de cette décennie 1979, le baril est arrivé à 31 dollars. Vous pouvez noter que dans les années 1970, la France a été impactée par les chocs pétroliers. Conséquence, c'est qu'on a une prise de conscience, donc CS, c'est pour conscience, de sa grande dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient. Cela a conduit, dernière conséquence, à un investissement dans le nucléaire à l'époque, et encore aujourd'hui, qui est vivement critiqué de nos jours. Petit 2, une transition énergétique en cours. Vous le notez directement, comme les autres pays développés, la France connaît une remise en cause de l'utilisation des énergies fossiles, que ce soit le pétrole, le gaz ou l'uranium, qui représentent encore aujourd'hui 88% de notre consommation. L'énergie nucléaire est notamment remise en cause pour plusieurs raisons, que je vais passer brièvement en revue. Premier élément, l'énergie nucléaire représente déjà un risque technologique. On l'a vu tout à l'heure, c'est un risque de radioactivité à cause de l'uranium, qui a quand même des impacts sur la santé humaine, notamment le développement de cancers, si on est exposé, et sur l'environnement. Autre problème lié au nucléaire, c'est le problème des déchets radioactifs. L'uranium qui est appauvri au fur et à mesure des années, qu'est-ce qu'on en fait? Actuellement, la technique, c'est d'enfouir ces déchets dans la terre, sauf qu'on n'est pas sûr qu'ils soient inoffensifs dans celle-ci. On a notamment le projet d'une création d'un site d'enfouissement dans l'est de la France, à Bure, qui bien sûr entraîne l'opposition des habitants. Deuxième limite, deuxième risque mis en avant, la vieillesse des centrales nucléaires, qui augmente le risque d'un accident. Parce que bien évidemment, plus une centrale est ancienne, plus il y a un risque. Si on prend la carte des centrales nucléaires en France que vous voyez ici, fin 2018, vous voyez toutes les centrales qui apparaissent
en rouge ou en noir, sont des centrales qui ont plus de 30 ans. Or, 30 ans, c'est normalement la limite, la durée de vie initialement prévue. Donc à partir de 30 ans, on considère qu'une centrale est vieille. On a un exemple qui est vraiment à l'extrême, c'est l'exemple de la centrale nucléaire de Fessenheim, dans l'est de la France, en Alsace, dont les réacteurs aujourd'hui ont dépassé les 40 ans, et qui pose un certain nombre de problèmes, puisqu'il y a des pannes récurrentes. Je reviens donc à la trace écrite, vous pouvez donc noter que 48 réacteurs sur 58 ont plus de 30 ans. Un exemple, Fessenheim. Troisième limite, c'est l'utilisation d'énergie fossile. L'uranium comme le pétrole ou le gaz, d'ici la fin du siècle, il n'y en aura plus. Enfin, dernière limite, les problèmes de sécurité dans les centrales. Alors pour illustrer cela, je vais prendre cette caricature. En fait, en 2015, vous avez des militants de l'ONG environnementale, donc qui défend l'environnement, Greenpeace, donc des militants qui se sont introduits dans la centrale nucléaire de Fessenheim. L'objectif, c'était quoi? C'était de montrer que n'importe qui pouvait pénétrer dans une centrale nucléaire, et donc provoquer une catastrophe nucléaire. On est en 2015, la date n'est pas innocente, c'est l'année des attentats. Le but de cette ONG, c'est de montrer à quel point il y a une vulnérabilité dans les centrales nucléaires, et que si eux pouvaient rentrer, des terroristes pouvaient pénétrer et faire exploser la centrale. Donc dernier élément, dernier tiret, problème de sécurité dans les centrales, des opérations menées par des ONG environnementales, Greenpeace, pour montrer la vulnérabilité des centrales dans un contexte de menace terroriste. Aujourd'hui, on l'oublie, mais on fait toujours face à cette menace malgré le coronavirus. Pourtant, la France aujourd'hui, elle continue d'investir dans le nucléaire. Vous avez notamment la construction, pas très loin d'ici, de l'EPR de Flamanville, qui est une centrale nucléaire ultra moderne, qui produirait 2 fois plus d'électricité que Fessenheim, mais c'est un projet qui est aujourd'hui extrêmement coûteux et dont l'ouverture est sans cesse retardée. Alors à côté de ça, la France a aussi débuté sa transition énergétique. Vous pouvez noter, la trace écrite est ici. La France a entamé sa transition énergétique en investissant dans les énergies renouvelables. Contrairement d'ailleurs à l'idée reçue, ce ne sont pas les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques qui représentent la majorité de ces énergies renouvelables. Au contraire, la première énergie renouvelable en France, vous le voyez sur le graphique, c'est la biomasse, donc notamment le bois. Deuxième, l'énergie hydraulique, donc venant de l'eau, notamment des fleuves, grâce aux barrages. Troisième, les biocarburants, qui commencent petit à petit à se développer aussi en France. Et il faut attendre le quatrième rang pour trouver l'éolien et le cinquième pour trouver le solaire, qui représentent respectivement que environ 9% et 3% de la production d'énergie renouvelable. Donc très peu de choses. Là aussi, vous notez les énergies renouvelables produites en France, mais vous n'avez pas besoin nécessairement de noter les pourcentages. Alors l'atout de la France dans cette transition énergétique, c'est un atout que d'ailleurs ne possèdent pas tous les pays, c'est qu'elle a un territoire qui peut produire beaucoup de ces ressources énergétiques renouvelables. Par exemple, vous notez, il y a déjà 3 littoraux. Le littoral de la Manche, le littoral atlantique et le littoral méditerranéen. Et je ne parle même pas des territoires ultramarins, qui sont des îles, donc qui ont forcément des littoraux. Donc 3 littoraux en France métropolitaine pour développer les énergies marines, que ce soit marée motrice, donc avec le phénomène de marée, ou les courants. On a également de grands espaces exposés au vent. C'est le cas sur les littoraux, c'est là souvent qu'on a le plus de vent. C'est le cas dans l'est de la France. On a aussi de grands fleuves, la Loire, la Seine, le Rhône, qui sont donc propices pour l'hydroélectricité. Et enfin, on a une région fortement ensoleillée, le sud de la France. Bref, vous voyez, grâce à tous ces atouts, toutes ces richesses, la France est tout à fait capable de développer les énergies renouvelables dans les années qui vont suivre. Et de ce côté-là, on a un atout. Pour autant, là aussi, la transition énergétique française reste encore très limitée. Première limite, les ENR, donc les énergies renouvelables,
ne représente que 11,4% des énergies consommées en France. Donc c'est très très peu de choses. Ensuite, deuxième limite, les ENR, donc les énergies renouvelables, ne produisent pas encore suffisamment pour remplacer les énergies fossiles. Un point là-dessus. On considère qu'il faut 1000 éoliennes pour produire autant d'électricité qu'un seul réacteur nucléaire. En France, il y en a 58. Si on fait le calcul rapidement, il faudrait 58 000 éoliennes pour remplacer toutes les centrales nucléaires françaises. Or, aujourd'hui, en France, on comptabilise 9600 éoliennes seulement. Et de ce côté-là, on a d'ailleurs un retard par rapport à l'Allemagne, qui, elle, comptabilise 24 000 éoliennes. Ça, c'est la deuxième limite. Troisième limite, les projets d'implantation, je pense notamment aux éoliennes, entraînent des conflits d'usage avec les habitants. C'est le principe « pas dans mon jardin », que vous voyez ici avec cette caricature. Donc, le titre, c'est « Argument contre », donc argument contre le nucléaire, parce que ça risque de créer des catastrophes, argument contre le pétrole avec la pollution, argument contre le charbon en troisième, parce que les mines sont particulièrement dangereuses pour les ouvriers, et à côté, vous avez donc l'énergie renouvelable, qui, elle, semble ne poser aucun problème, ne présenter aucun risque particulier, et vous avez l'habitant qui dit je ne veux pas ça dans mon jardin. L'idée, c'est bien de montrer qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des personnes sont favorables aux énergies renouvelables à partir du moment où ça ne vient pas dégrader leur paysage. Bien, nous avons donc terminé avec ce grand 2 qui, comme je vous l'avais dit, est assez long. Donc encore une fois, j'espère que vous avez divisé le visionnage de la vidéo. Nous passons à la conclusion de ce point 2. Vous pouvez noter que la pression exercée sur les ressources naturelles, que ce soit la terre, l'eau ou les énergies, c'est ce qu'on a vu, est sans précédent. Donc nous, on n'a vu qu'une seule ressource, il faut bien vous dire que toutes les ressources aujourd'hui sont exploitées de manière très forte. Les façons de consommer et de produire des pays développés ne sont pas durables dans le temps. Un exemple pour vous montrer que si on continue de consommer comme on le fait aujourd'hui, ce n'est pas tenable. Avec cette carte qui représente le nombre de planètes nécessaires si l'ensemble de l'humanité consommait de la même manière qu'un seul pays. Par exemple, si sur Terre, nous consommions autant de ressources naturelles, que ce soit énergie, eau, etc., que les habitants du Luxembourg, il faudrait un peu plus de 9 planètes Terre pour tenir. Le Qatar, 6. Un pays emblématique que les États-Unis, il faudrait presque 5 planètes pour que tout le monde vive comme les États-Unis aujourd'hui. En France, on est à 3 planètes. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à consommer l'équivalent uniquement des ressources de notre planète et de manière durable, donc avoir un mode de vie équivalent à celui de la Birmanie qui consomme un peu moins d'une planète. Donc vous pouvez noter l'exemple pour finir. Si chaque habitant de la Terre avait le mode de vie d'un États-Unien, il faudrait l'équivalent des ressources de 5 planètes. Nous avons donc fini avec ce grand 2 sur les ressources énergétiques. Je vous rappelle que vous avez un travail à faire, une étude de cas sur le Japon à faire pour mercredi, 17h30, dernier délai, sur les risques au Japon. Je vous enverrai donc en fin de semaine la fin du chapitre, cette fois-ci donc avec un grand 3 sur les risques dans le monde et en France. Et je vous enverrai par la même occasion un test de connaissance, un devoir qui sera à rendre pour la suite. Voilà, je reste à votre disposition bien évidemment si vous avez des questions. N'hésitez pas. Bonne journée et bon courage à vous.